lancer l'enregistrement. C'est parti. Du coup, Tequila est une femelle chihuahua stérilisée de 7 ans qui présente de la toux qui évolue depuis 1 mois et les propriétaires ne rapportent pas de symptômes. Elle ne présente pas... Enfin, la tolérance à l'effort, c'est difficile, c'est un chihuahua qui est souvent dans les bras. Donc, difficile de dire si ce chien est tolérant à l'effort ou pas. Qu'est-ce que vous considériez comme une intolérance à l'effort chez un chien? Si on n'avait pas un chihuahua, à partir de quand est-ce que vous allez vous dire ouais, celui-là il est vraiment intolérant à l'effort? Ça dépend de ce qu'il fait habituellement. Si c'est un chien qui va faire beaucoup d'exercices, une diminution de son activité normale, déjà une intolérance à l'effort, alors que le chien qui va en faire beaucoup moins. Là, ça fait trop de monde, les gars. Je suis désolée. Oui. Mais donc, vous pouvez vous brancher sur Collaborate. Okay. Il y a une nouvelle session auquel vous avez accès qui s'appelle ça s'appelle plateforme transversale d'apprentissage en clinique, je sais pas quoi, VT 0008 ou un truc comme ça. Vous allez sur eCampus et vous vous branchez sur Collaborate et vous accéderez directement à la ronde. Okay. Ça va? Si vous trouvez pas, vous revenez. Donc oui, ça dépend de son niveau. Est-ce que les GMV2, vous entendez là? Ce qu'a répondu, j'ai pas entendu. Vous, on vous entend bien, mais la GMV3, on l'entend pas. Vous m'entendez? Est-ce que là, vous l'entendez mieux? Vous m'entendez? Faiblement. Non, alors attends, c'est qu'il y a un problème avec ce micro qui n'est pas branché. Il n'y a pas de... Attendez, je regarde pour les micros. On y va. Est-ce que vous nous entendez mieux? Attendez, hein. Donc la GMV3. Marie-Cerise, est-ce que vous l'entendez? Allô, allô? Oui, on l'entend mieux. Ah, voilà. Super. Bon, voilà. Donc on a un petit micro qui se balade sur la table. Donc, répète ce que tu dis pour évaluer la tolérance à l'effort. Je dis que ça dépend du degré d'exercice que l'animal fait en temps normal. Si c'est un chien très actif, ce sera on jugera différemment que si c'est un chien qui fait beaucoup moins d'activité. Oui, mais est-ce qu'il y a une valeur? Ça, c'est vrai. Si tu as un chien qui a l'habitude de faire 2 heures de balade par jour et puis que d'un coup, il passe à 3 quarts d'heure et il n'en peut plus, clairement, il y a une intolérance à l'effort. Est-ce que vous avez une valeur seuil? Parce que 30 minutes de marche de balade soutenue? Ouais, 30 minutes de balade soutenue. Effectivement, on considère que là, s'ils sont capables de faire au moins 30 minutes, c'est qu'ils ne sont pas très intolérants à l'effort. Ok, donc ici, pour Tequila, on ne sait pas puisqu'elle ne se balade pas. Alors, au niveau de l'examen clinique, elle a un score corporel normal, elle a une fréquence cardiaque de 180 battements par minute, des muqueuses roses, un pouls pulsé synchrone et symétrique. Quand vous palpez son thorax, vous sentez un trill qui est localisé en apex gauche. Et agitation cardiaque, il y a un souffle fort, voire palpable puisque vous avez un trill. Et vous entendez des crépitements à l'auscultation. Et on va la voir respirer aussi. Respiratoire. Vous avez tous vu, vous allez trop vite. Alors, on y va. On lance. C'est pas grave, hein. Il y en a plusieurs. Donc maintenant, on vous demande
quels sont pour vous les éléments de l'examen clinique qui vous inquiètent le plus, qui retiennent votre attention? Et donc, il peut y en avoir plusieurs. Et les GMV2, vous participez aussi. Hein. Je ne sais pas combien vous êtes. 10. Oh, c'est bien. Donc, il me faut au moins, vu le nombre ici, 1, 2, 3, 4, ça va pas pour moi. Au moins 15 réponses. Hein. On pourrait faire une bataille entre GMV2 et GMV3, non? Tu vois, hein, qui répond le mieux. C'est possible. Hein. Ah oui, si on met GMV2 ou GMV3 avant la réponse. Oui, on va pas faire ça. 11 réponses reçues. Normalement, vous pouvez en plus encoder plusieurs réponses, donc n'hésitez pas à... Ok, on va avancer. Donc, alors, en fait, plus ça apparaît en gros, plus la réponse est apparue dans vos choix de réponse. En gros. Donc, vous mettez ce qu'on voit qui ressort en premier, c'est trill et souffle, qui sont finalement deux synonymes, puisque le trill va être d'office rencontré dans un souffle. Donc, le souffle vous inquiète fortement. Alors, je pense que le correcteur d'orthographe est passé par là. La dyspnée exploratoire est probablement une dyspnée expiratoire, et vous avez raison, elle est expiratoire. Donc la dyspnée était effectivement un des éléments. Alors, je vous invite à utiliser aussi le vocabulaire adapté, donc dyspnée respiratoire. C'est la définition d'une dyspnée. Donc mettez dyspnée respiratoire, enfin dyspnée, mais ça veut dire la même chose. Donc on voit le souffle ressort à chaque fois. Tachypnée, le chien présentait plus que de la tachypnée, je vais vous le remettre, on voit vraiment qu'il pousse à l'expiration. Dyspnée expiratoire mixte, ok, on y est, bam, c'est bon. Et les crépitements, vous pourriez les mettre, hein. Alors c'est clair que c'est avec la dyspnée, mais c'est quand même un facteur. Juste pour vous le remettre, on voit bien qu'il pousse à chaque expiration. C'est pas une dyspnée de dingue, mais on voit quand même que les efforts sont plus marqués. J'ai juste peur. Donc, les GMV2, si vous avez une question, vous criez, hein, parce que je vois pas si vous mettez des petites mains ou si vous utilisez le chat. Hein, donc, vous intervenez, il n'y a pas de souci. Je vais juste remettre le son. Alors, moi j'avais mis comme réponse correcte. Souffle systolique apical gauche palpable, donc ça c'est vraiment la caractérisation du souffle, localisation, intensité, timing. La dyspnée, ici j'avais mis mixte, mais elle est mixte à plus importante au niveau expiratoire, et crépitement pulmonaire. Alors, du coup, question suivante. Sur base de tous les éléments que vous avez en votre faveur, que vous avez entre votre possession plutôt. Quelle est la probabilité que Tequila soit à un stade avancé? Un stade avancé, je veux dire un stade décompensé. Donc, quelle est la probabilité que ce chien soit à un stade de décompensation cardiaque? Et vous avez le choix entre faible, élevé et je ne sais pas.
encore un ou deux, vous êtes 10 sur 15 à avoir répondu. On y va. On y va. Donc, grande majorité d'entre vous qui pensent qu'on est, c'est très probable qu'on soit à un stade avancé, à un stade avancé, et il y en a un parmi vous qui pense que la probabilité est faible. Alors, pour ceux qui ont répondu probabilité élevée, pourquoi est-ce que vous avez répondu ça? C'est quoi les éléments qui vous font dire, ok, franchement, sur base de tous les éléments que j'ai, je pense vraiment qu'il est décompensé? Oui. Oui, mais il pourrait avoir des signes cliniques parce qu'il a une pneumonie. Il est un fort souffle avec un trill. Ok. Un souffle avec un trill. Ok. Il a un souffle avec un trill. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'intensité du souffle et la sévérité de la pathologie? Non. Ça dépend de laquelle. Ça dépend de laquelle. Ok, très bonne réponse. Ici, si on se remet dans le contexte de la présentation clinique du chien chihuahua de 7 ans, souffle systolique apical gauche, quelle pathologie vous suspectez en premier? Vous avez tous entendu, endocardiose mitrale, vous êtes d'accord les GMV2? Ils sont tous morts. Oui. Attends, il y a un... Ah non, c'est ce que Céline. Mute ton micro. Attends. C'est parce que c'est un ordi, il n'y a pas de son sur les salles. Ah bah Elles oui. allument la télé. Le son sur la télé. Elle met le câble HDMI accroché. Nous, on vous entend toujours. Ok, mais je crois que c'est des GMB3 qui sont ailleurs, qui ont des problèmes, mais ils ont été sur un ordinateur sans son, donc forcément ça va être compliqué. Donc vous êtes d'accord avec les GMB3 ont répondu en chœur qui suspectaient une endocardiose mitrale. Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais... Ok, on va dire que vous êtes d'accord, hein, qui ne dit mot consent. Si ça ne marche pas... ça ne marche pas, vous le dites. Du coup, on est toujours en partage. Oui, ça a l'air d'aller. Ok, donc oui, on pense vraiment que c'est l'endocardiose mitrale. Alors, est-ce que dans l'endocardiose mitrale, il y a une corrélation entre l'intensité du souffle et la sévérité de la pathologie? Oui. La réponse est oui. Donc, ici, on a un souffle palpable, un gros souffle. Ça pourrait bien coller avec une maladie mitrale de stade avancé. Donc ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, il y a des signes cliniques, il a des crépitements. Ok. Les crépitements, ça veut dire quoi? Mais pas que. Donc, oui, dans les œdèmes pulmonaires, on peut en avoir. Quoi d'autre? Dans quelles circonstances on a des crépitements? Ouais, ça va pas trop, hein, normalement. Lorsque les alvéoles sont complètes, il y a du liquide dans les alvéoles et qu'elles se réouvrent. Donc tu peux avoir des crépitements sur des saignements alvéolaires, sur éventuellement une pneumonie, même si c'est beaucoup moins fréquent. Donc c'est pas absolu comme... N'assimilez pas crépitement d'office œdème pulmonaire. Mais le fait d'avoir des crépitements, en tout cas, il peut y avoir du liquide. Il y a encore autre chose dans l'anamnèse qui doit vous faire penser, enfin qui doit vous conforter sur le fait qu'il est peut-être bien en décompensation caractéristique. Voilà, une toux qui n'est pas présente depuis très longtemps. Donc, on sait bien que les petits chiens âgés, ils peuvent avoir tendance à tousser pour n'importe quoi. Mais ici, elle n'évolue pas depuis très longtemps. Et donc, ça peut coller avec une apparition récente d'œdème pulmonaire. Ok, donc c'est bien, vous aviez raison, c'était bien une probabilité élevée. Alors. Donc, maintenant qu'on a discuté et qu'on pense qu'il est fort probable qu'ils soient en décompensation, qu'est-ce que vous voulez faire comme examen complémentaire dans un premier temps? Premier temps. Vous pouvez en faire plusieurs. Donc, l'idée, c'est que vous
voulez confirmer votre première hypothèse qu'il est en décompensation cardiaque. C'est ça. Hein. On ne sait pas les mettre dans l'ordre, ce qu'on ferait en premier. Non. Pas dans cette question-là, mais tu peux justifier après. Hein. Il y a encore un ou deux. Ok, on va regarder. Alors, donc, 2/3 d'entre vous pensent qu'il faut faire une échocardiographe. Ça marche. Le meilleur moyen pour diagnostiquer une décompensation cardiaque. Non. Alors, c'est quoi le meilleur moyen? Ouais. Ou un focus thoracique, effectivement. Pour ceux qui ont répondu radiographie thoracique et focus thoracique ont aussi raison. Quand est-ce qu'on fait des ECG? Voilà, on fait des ECG que quand il y a une arythmie. Donc ici, il n'était pas arythmique, pas d'intérêt. Sauf si vous voulez rentabiliser votre machine ECG. Une mesuration artérielle, c'est toujours intéressant, puisque qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il n'a pas des signes de bas débit, si sa pression artérielle. Donc, nous, ce qu'on avait retenu, c'était focus. T'as un truc, félicitations. Oui, c'est bien. Donc, focus thoracique, ça n'arrive pas souvent, hein, c'est bien. Donc, effectivement, dans un premier temps, on veut savoir s'il est bien décompensé, et l'échocardiographie arrivera dans un second temps, puisque après, on veut bien confirmer, si les premiers examens sont en faveur d'une décompensation cardiaque congestive, et oui, il faudra bien savoir pourquoi est-ce qu'il est en décompensation cardiaque congestive, même si on a déjà une idée et qu'on pense qu'il y a une endocardiose mitrale, mais il faudra faire l'échocardiographie. Mais dans un premier temps, vous voulez savoir s'il y a une décompensation. Ok. Alors, on commence. C'est un focus de poumon, du coup. Vous avez la plèvre qui est juste ici. On est juste à la jonction avec l'abdomen. Qu'est-ce qu'on voit ici? Des B-lines. Ça veut dire quoi, des B-lines? Présence de liquide dans les alvéoles, en tout cas à la surface. Ouais. Alors, on avance. On fait des radiographies. Ouh là là, la réponse qui est là en dessous. Regardez pas un bande de tricheurs. On peut avoir des B-lines sans avoir de crépitement. On peut avoir des B-lines sans avoir de crépitement. Donc les crépitements, c'est le signe clinique le moins sensible. En médecine humaine, pour augmenter la sensibilité de détection des crépitements, ils demandent aux gens de faire une inspiration forcée. Et là, en fin d'inspiration forcée, ils les entendent beaucoup. Et donc, tu peux très bien avoir plein d'œdèmes pulmonaires et pas de crépitement. D'accord ? Donc voilà. Alors, je vais remettre les diams et je vais lancer la question. C'est une question sur les radiographies. Ah oui, d'abord, en fait, je peux la laisser. Donc d'abord, on va vous demander, ça c'est une question piège, attention, de localiser l'atrium gauche, enfin, l'oreillette gauche, sur la vue de face. Question piège, hein. Attention, on va voir si beaucoup d'entre vous ont des félicitations. Donc en fait, vous pouvez pointer normalement sur votre application endroit. Rassurez-vous, j'ai déjà eu des oreillettes gauches en dehors du thorax. Hein. C'était des erreurs de manipulation, mais c'est pas grave. La question piège même. Ça me perturbe. Oh bah c'est Ça te donne la localisation comme sur
J'ai trouvé ça génial, hein. En plus, je me suis dit, c'est rigolo. Ah, c'est vrai. Oui, c'est bien arrivé. Je vais les mettre comme précis. Allez, 12 sur 15. On y va, on va voir où elles sont, où vous l'avez localisé. Alors, on a un joli thé. Intéressant. Donc, je vais vous dire où elle est, puis après on va commenter. Donc, souvent, en fait, on a deux régions qui se localisent, qui se révèlent. C'est cette région-ci et cette région-là. Et donc, je pense que la majorité d'entre vous a raison. Elle est effectivement là. Donc, c'est un piège parce que souvent, ceux qui la localisent à l'endroit, en fait, localisent l'auricule gauche, qui est la pointe de l'oreillette. Si vous vous souvenez, l'oreillette, elle a une forme de sabot. Et la pointe, c'est vraiment l'auricule. Et il est effectivement entre 2 et 3 heures sur la vue de face. Mais l'atrium, qui est vraiment la partie ronde de l'oreillette, est bien localisé derrière les bronches caudales. Et d'ailleurs, quand cette oreillette est dilatée, on a tendance à avoir un écartement des bronches caudales. Donc ici, on la voit très très bien. Hein. Elle est toute ronde ici, on voit bien tout. Donc ceux qui l'ont mise ici, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en gros, ici, c'est plutôt la localisation de l'atrium droit, là au-dessus. Mais ici, l'atrium gauche est vraiment ici. Et en fait, quand vous y réfléchissez, c'est logique, puisque sur la vue de profil, l'atrium gauche, il est ici, en fait. Hein. Donc c'est logique qu'on le retrouve entre les bronches caudales qu'on retrouve ici. Ok ? Donc vous n'oublierez pas, mais c'est souvent, voilà, c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a tendance à le mettre là, mais en fait c'est ici. Et c'est là qu'on a le plus facile pour voir si l'atrium gauche est dilaté ou pas. Ok ? Du coup, question suivante. Ah ben voilà, c'est le moment où là, c'est pas grave. On va aller sur Clap. L'appli a décidé de bugger. Tequila. Donc, je lance la question suivante. Donc vous pouvez répondre et je vais remettre la radio, les GMV2. Donc vous devez décider si vous avez des signes, une silhouette cardiaque normale, des signes de cardiomégalie gauche-droite et des signes de décompensation cardiaque congestive gauche-droite. Vous pouvez décider de tout ça. Vous pouvez répondre plusieurs choses à la fois. Et du coup, je vais partager. Je reviens. Voilà. Je vous laisse un petit peu et puis je vais aller voir combien d'entre vous ont répondu. Ça va aller, plus on remonte. Oui, désolé, hein, c'est un peu bazar. Mais... Donc 10 parmi vous ont répondu. On va aller voir ce que vous avez répondu. Ok. Alors,
vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a une cardiomégalie gauche? Bah oui, on en avait déjà un tout petit peu discuté. Donc, on avait déjà dit, ok, l'oreillette gauche, elle est grosse puisqu'elle écarte les bronches souches caudales. Donc ça, vous êtes tous d'accord? Comment est-ce qu'on... C'est quoi les autres signes de cardiomégalie gauche sur la vue de profil, par exemple? L'élévation de la trachée. Ouais, l'élévation de la trachée. Donc normalement, la trachée et la colonne vertébrale font un angle de 30 degrés, donc la trachée devrait partir comme ça. Et quand le cœur gauche se dilate, il a tendance à repousser la trachée vers le haut, elle devient parallèle à la colonne vertébrale. Ouais. Ici, sur la vue de face, où est le ventricule gauche? À droite. Du coup, à droite. Oui, à droite de l'image, mais à gauche du chien, donc il est là, effectivement. Donc il est plus proéminent. Ok, donc effectivement, ben voilà, on a la trachée qui est surélevée, on a l'oreillette gauche qui est proéminente sur les deux vues. Alors, on dit aussi souvent, ici, dans ça, on a une verticalisation du bord caudal. C'est là aussi, tout ça, c'est son ventricule qui est très gros. Qui repousse le ventricule droit vers l'avant. Ok, et donc les signes de décompensation cardiaque congestive, ça c'est moins... Alors, cardiomégalie. C'est quoi les signes d'une cardiomégalie droite? La vue de profil. Ouais, tu vois pas. La carte frénale est dans le médiastin, tu la vois pas. Droit. Donc c'est quoi les signes? Puisque certains, il y en a deux parmi vous qui ont pensé qu'il y avait des signes de cardiomégalie droite. Peut-être sur la vue de face. Sur la vue de face. La proportion de vachement. Ok, mais si tu... Quelle est la forme typique sur une vue de face d'une cardiomégalie droite? Vous vous souvenez pas de ça? Valentin? Non, ça c'est le chat. Ouais, c'est le D inversé. Le D inversé, ouais, c'est juste. Et donc, normalement, tu as vraiment le côté droit qui est représenté ici. Le ventricule droit, il est là. L'oreillette droite, elle est ici. Donc, quand le cœur est proéminent, cette partie-là devient importante. Et l'autre est relativement droite. En fait, on a ce D inversé. Mais on pourrait en tout cas hésiter avec une cardiomégalie globale. Elle ne serait pas uniquement droite, mais on pourrait hésiter avec une cardiomégalie droite. Globale, pardon. Et donc, sur la vue de profil, quand on a une cardiomégalie droite, on a tendance à avoir un cœur qui se couche beaucoup plus sur le sternum. Alors ici, on a l'impression qu'il est fort couché sur le sternum, mais il faut aussi comparer par rapport à sa taille de cavité thoracique. Hein. Il a en fait un thorax qui est assez court, pas très haut, et donc forcément, le cœur, il se met là où il a de la place aussi. Hein. Donc, vous n'aurez pas la même apparence de radio entre un chien qui a un thorax un peu rond comme ça et pas très haut par rapport à un lévrier où il y aura plus de place et le cœur apparaîtra moins couché en fait. Donc voilà. Donc cardiomégalie droite, pas vraiment ici. Alors par contre, vous êtes 40% à penser qu'il a des signes de décompensation cardiaque congestive gauche. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Où est-ce que vous voyez ça? Justement, on voit pas. La veine cave caudale, c'est un signe de décompensation congestive gauche. C'est une surcharge pour droite. Ouais, hein. Donc, congestion de la veine cave caudale, ça sera décompensation cardiaque congestive droite. Hein. D'accord? Je sais pas, elle est où? Là? Ouais, pas grosse. Hein. Alors, les critères radiographiques d'une congestion de la veine cave caudale, c'est quand elle fait plus d'1,6 fois le diamètre de l'aorte descendante, qui est ici. Il n'y est pas. Hein. Donc, veine cave caudale, aorte descendante. Pas plus gros, hein. 1,6 fois plus gros. Donc, on était sur la décompensation cardiaque congestive gauche. Quelles veines sont congestives? Ouais, donc l'œdème périhilaire. J'ai l'impression qu'on en voit, Mais alors on dit souvent que quand on a un œdème périhilaire, le bord caudal de l'oreillette gauche va apparaître plus flou. On va moins bien distinguer ce bord caudal. Est-ce que c'est le cas?
un petit peu, on a quand même à suivre. Hein. C'est beaucoup plus dense ici, au niveau pulmonaire, on est d'accord? Non, c'est pas si flagrant que ça. Est-ce que vous avez d'autres critères de décompensation cardiaque congestive gauche plutôt que l'œdème périhilaire? Et les veines pulmonaires. Ouais, est-ce qu'on peut les voir? Oui, on a droite de la bronche. Artère, bronche. Voilà, on a artère, bronche et veine. Est-ce que la veine est plus grosse que l'artère? Oui, un petit peu plus grosse, hein, quand on regarde ici et ici, elle est quand même un tout petit peu plus grosse. Donc on a une suspicion de congestion veineuse ici. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut voir les veines pulmonaires? Sur la bulle ventrale. Ouais, et où ça? Donc en caudale, hein, on peut les voir ici. Ok, on peut voir les triades. Mais regardez un peu cette région-là. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah ouais, il y a un paternal alvéolaire. Ouais, exactement. Donc il y a un beau pattern alvéolaire. On voit vraiment un bronchogramme aérique ici, avec les bronches qui se distinguent. Et autour, ben, il y a l'artère et la veine, mais on ne les distingue plus parce qu'on a du liquide tout autour ici. Et donc, l'œdème cardiogénique, il est certes périhilaire, mais il est aussi assez rapidement caudodorsal. Hein. Et donc, on est dans cette région-là. Hein. Le id, il est là. Hein. Donc, on est quand même tout près de l'oreillette. Hein. Donc, on a un pattern alvéolaire ici. Et là, on a aussi une triade bronche, veine. Et l'artère, on la distingue quasiment pas. Mais regardez, cette veine, elle est grosse. Hein. Vous voyez ? Donc, on a une cardiomégalie, gauche, certainement. Droite, on peut avoir un doute, donc on pourrait dire globale aussi. Mais avec des signes de décompensation cardiaque congestive gauche, puisque la veine cave, elle représente la décompensation cardiaque congestive droite, est tout à fait normale. Alors, je ne sais pas, celui qui a mis autre que ceux qui voyaient, il peut le dire si... C'est au niveau de la trachée, j'ai l'impression qu'il y avait une légère sténose dans l'huile cardiaque, justement. Ok, alors, donc sténose, c'est une obstruction fixe. Oui, d'accord. Donc, après, tu as ce qu'on appelle ici un rétrécissement des bronches souches qui peut en partie être lié à la cardiomégalie, mais donc un rétrécissement des bronches, ça c'est vrai. Et tu peux aussi avoir un phénomène de bronchomalacie avec des variations. Sténose, c'est vraiment pour obstacle fixe. Okay. Donc les bonnes réponses étaient cardiomégalie gauche et signe de décompensation cardiaque congestive gauche. C'est ok pour tout le monde? Ouais. On n'a rien sur le... Ou attends, non, il n'y a rien sur le chat, c'est bon, on avance. Ok, alors... N'hésitez pas à intervenir, c'est des choses qui ne sont pas claires. Hein. Donc, on prend la pression de T qu'il a. Elle est à 140 mm de mercure. Pression systolique. Ça vous dit quoi? C'est non, hyper. Jusqu'à... Qu'est-ce que vous tolérez comme pression normale chez le chien? Jusqu'à 150. Ouais, maintenant on est un peu plus strict, on dit maintenant 150. Donc entre 150 et 160, on considère que c'est un état pré-hypertensif, c'est à recontrôler. Okay. Donc 140, c'est normal. Est-ce qu'elle est à bas débit? Non. À partir de quand vous considériez qu'elle est à bas débit? Ouais, en dessous de ça. Très bien. Alors, on y va. Les propriétaires n'ont pas de sous. Oui, ils ne veulent pas se déplacer en période de Covid, ils ne veulent pas aller faire une échocardiographie. Une bonne application. Donc, qu'est-ce que vous recommandez sur base de votre radio? C'est la réalité. Hein. Il y a plein de chiens qui n'auront jamais d'échocardio alors qu'ils ont des gros sous. Hein. Et bien sûr, vous pouvez recommander plusieurs choses. Hein.
Allez, encore un petit peu. Ça doit venir super. Enfin, en tout cas, une partie, moi. Vous ne devez pas hésiter là-dessus. Hein. Alors, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le premier traitement qui vient, c'est furosémide. C'est logique ça? Donc si, on va plutôt parler alors. Donc, on suspecte une endocardiose mitrale, c'est ce qu'on a dit depuis le départ. Si on part du principe que ce chien a une endocardiose mitrale, quel stade, à quel stade serait-il? C, ok. Donc, présence de signes cliniques. Et donc de décompensation cardiaque. Comment est-ce qu'on traite le stade C? Avec la cryothérapie. Ouais. Oui. En tout cas, les deux plus importants, ce serait quoi? Furosémide et pimomadane. Et donc, c'est ce que vous répondez en grande majorité. Hein. Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, historiquement, on a dit trithérapie. Il y a une étude qui vient de sortir et qui montre qu'il n'y a pas de différence entre la bithérapie et la trithérapie. Donc, furopimo versus furopimobénazil, enfin, IECA, pas de différence en termes de survie. Donc, ça explique peut-être pourquoi il y en a si peu qui ont mis un IECA. Vous ne ferez pas de tort si vous mettez un IECA, c'est juste que c'est un médicament supplémentaire sans réelle preuve que ça va ralentir. Et donc, par contre, c'est vrai qu'on a tendance à mettre la spironolactone assez rapidement. Donc voilà, c'est bien. Et pas du thorazémide, non. C'est quand il est réfractaire au furosémide, effectivement. Donc ça, c'est bien. En termes de traitement, vous avez les bons choix. Alors, vous hésitez, donc il y en a qui ne font jamais de contrôle. Mais donc, ceux qui ont répondu pour les contrôles, c'est entre 1 semaine et 1 mois. Alors, voilà. Ceux qui ont mis 1 mois, pourquoi? Et ceux qui ont mis 1 semaine, pourquoi? Oui, une semaine, c'était trop court, alors je vais voir. Quelle est la première question? Donc, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi faire un contrôle? Qu'est-ce que vous allez vérifier à votre contrôle? Donc, du coup, ça va aussi vous permettre de déterminer le délai. On fait que les signes cliniques diminuent. Ouais. Que l'œdème diminue, enfin, sur les dents. Que la respiration soit plus. Et donc, ça, tu t'attends à ce que ça réponde au bout de combien de temps? Tu dois répondre assez vite avec le furosémide. Ok. Ouais. Est-ce que pour autant, tu dois absolument voir le chien pour répondre à cette question? Ouais. Comment les chiens se sentent? Quels sont les signes? Où on est la fréquence respiratoire? Ok, donc je vois que vous avez mis en grande majorité surveiller la fréquence respiratoire au repos. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux te baser pour savoir, répondre à la question, est-ce que je contrôle mes signes de décompensation cardiaque congestive? Il n'y a pas une autre raison de faire un contrôle? Pour faire un examen d'alcardiorie, du coup, on va refaire un focus pour voir l'état de l'œdème. Ouais, mais ça revient au même que le moyen le plus sensible pour savoir si tu as de l'œdème pulmonaire, c'est de compter la fréquence respiratoire au repos. C'est ce que les études montrent. Hein. Plus sensible que la radio. On ne sait pas si c'est plus sensible que le focus, mais on pense que ça sera au moins l'équivalent en tout cas. Wow, là, tu es dans un monde virtuel. Hydropéricarde hyper rapide chez le chien. C'est sur décompensation cardiaque droite. Hein. Donc, On n'a pas des signes secondaires? Les effets. on arrive. Si, vas-y. Oui, Oui, on veut voir si qu'est-ce qu'on va concrètement regarder en termes. Quels sont les effets secondaires du furosémide? il s'agit sur les sanguines. Ah oui, avec la calémie. Ouais, hypercalémie. Donc le furosémide bloque les récepteurs NAK2Cl et donc on perd du potassium, du chlore et du sodium. Le sodium et le chlore, on s'en fiche. Le potassium peut avoir une importance et donc ça peut provoquer une hypocalémie. C'est tout ce que vous allez vérifier, les électrolytes?
des hypovolémies et puis Principalement pré-rénal, mais sur un fond qui peut potentiellement être rénal s'il y avait une maladie rénale chronique. Donc on va vérifier quels paramètres. Ouais, SDMA pas nécessairement, mais créatinine et purée. Ouais. Ça, c'est pour voir s'il n'y a pas une hypoperfusion rénale. Oui, ben donc c'est pour voir si tu ne génères pas des lésions rénales importantes avec ton furosémie. En gros. Alors, ça ne va pas changer grand-chose dans ta prise en... Enfin, à partir du moment où tu décides qu'un chien doit recevoir des diurétiques parce qu'il est en décompensation cardiaque congestive, il doit recevoir des diurétiques, c'est pas marche arrière. Mais savoir qu'il développe une azotémie importante, ça va clairement modifier ton pronostic vis-à-vis des propriétaires. Et tu vas peut-être quand même essayer de diminuer un peu la dose de diurétique que tu as mise pour essayer de préserver les reins, mais tout en sachant que tu les as mis pour une bonne raison, quoi. Et donc ça, ces effets secondaires, on va les voir rapidement ou pas rapidement? La furosémie, ça agit rapidement. oui, c'est pour ça qu'on en injecte en début. Ouais, donc on vérifie en fait. Hein. Donc en général, c'est au bout d'une semaine. Et ça permet de discuter avec les propriétaires pour être sûr que le côté congestif est réglé aussi. Hein. Donc on fait d'une pierre deux coups, on vérifie que tout va bien. Alors nous ici, en toute honnêteté, en général, on ne fait pas le contrôle à une semaine, on fait chez son vétérinaire. Mais c'est important de vérifier assez rapidement les produits et Le vétérinaire fait la prise de sang et Ouais. vous envoie les résultats. Ouais. Et vous donnez... exactement. L'échocardio à 1 mois et une prise de sang à 1 semaine. Non, bah alors, dans le monde idéal, on aurait fait l'échocardiographie après stabilisation de son œdème pulmonaire. Donc ça aurait pu être une semaine après ou directement même pendant la consultation parce que finalement il n'était pas si mal, il était un peu dyspnique mais c'est pas catastrophique non plus. Et donc, nous, si on avait fait l'échocardiographie, on le diagnostique en stade C, alors on fait le contrôle 6 mois après nous. Tout va bien. Donc on espace plus. Donc en fait, en gros, c'est une semaine pour la prise de sang, 6 mois pour une réévaluation de la fonction cardiaque. Donc surveiller la fréquence respiratoire, on en a parlé, c'est le meilleur moyen pour détecter une récidive de la décompensation cardiaque congestive. Donc ici, on va le mettre sous une diurétique, et puis quand sa fréquence respiratoire réaugmentera, on augmentera petit à petit les doses. Limiter l'exercice, aucune preuve que ça fasse quelque chose. C'est un chihuahua qui ne fait déjà pas d'exercice, donc ça, il va devenir obèse. Et alimentation cardiaque, oui, vous pouvez. Clairement, une alimentation riche en sel ici va être délétère pour sa fonction cardiaque, donc on peut. Maintenant, voilà, c'est pas le plus important, on va dire. Donc ici, oui, j'avais fait le questionnaire avant que la valve se dissorte, donc le bénazéprile était encore dedans, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça va. Par contre, le reste... Les spironolactone, j'ai un peu du mal à comprendre quand est-ce qu'on les met d'office avec du furosémie. Maintenant, moi en stade C, je le mets. Alors, Parce que ouais. ils sont pas tous spironolactone. Non, donc si tu as une toute petite décompensation cardiaque congestive, donc genre, tu vois, nous c'est des animaux qu'on suit et on commence à avoir de la congestion veineuse, un tout petit peu d'intolérance à l'effort, ils n'ont pas un gros œdème pulmonaire. Ceux-là, parfois on met juste furo, chimo, parfois le bénazéprile, mais voilà. Ceux qui ont eu vraiment des gros épisodes de décompensation, qui sont à des stades plus avancés, on a tendance à mettre la spironolactone. On a une étude qui montre que les chiens qui reçoivent de la spironolactone en plus de la trithérapie vivent plus longtemps. Et chez l'homme, il y a une belle étude aussi qui le montre. Et on pense qu'il y a un effet antifibrotique. Mais ça fait un médicament en plus. Donc c'est toujours le même. On sait aussi que plus il y a de médicaments à donner, moins ils sont respectés. Enfin, je veux dire, moins la compliance est bonne, quoi. Donc c'est un peu, ça dépend aussi des propriétaires. Ici, tu vois, si tu as des propriétaires hyper motivés, je vais mettre de la spironolactone. Si tu as des propriétaires qui ont pas un budget énorme ou qui galèrent pour donner leurs médicaments, mais ça aussi, ça va un peu jouer en faveur de le donner ou pas le donner. À choisir entre les deux, on mettrait du furosémie que du spironolactone. Alors, Parce que le spironolactone, c'est pas hypocalémie.
Donc la spironolactone, elle est hyper aimante. Maintenant, tu ne le donnes pas du tout pour les mêmes raisons. Donc ça c'est une très bonne remarque que tu fais. La spironolactone ne va jamais réduire ton œdème. C'est pas un diurétique suffisamment puissant. Donc on le donne la spironolactone parce qu'il y a un côté parce que ça bloque les récepteurs à l'aldostérone. Donc en fait, ça inhibe le RAS spironolactone. C'est pour ça qu'on le met. Et c'est un diurétique. Alors vous l'avez étudié comme diurétique parce qu'effectivement il agit sur les reins mais il contribue à 1 donc l'aldostérone contribue à 1 à 2% de la réabsorption du sodium. Donc c'est ridicule, je veux dire. Donc c'est vraiment un faible diurétique. Vous n'allez jamais contrôler un œdème pulmonaire avec la spironolactone. Ouais, mais c'est important. Donc, parce que souvent, voilà, il y a des vaisseaux qui pensent qu'ils vont contrôler l'œdème pulmonaire avec de la spironolactone, mais ça ne marchera pas. Hein. Du furosémide. Voilà, c'est pour ralentir le remodelage cardiaque, la fibrose cardiaque, etc. Pas du tout pour contrôler l'œdème. Exactement. Ouais. Ok. Et ben voilà, c'est fini. Il a encore vécu de nombreux mois. Donc combien de temps il va vivre d'ailleurs? Tiens, c'est une bonne question. Un an et demi. Ouais, 1 an et demi, t'es optimiste. 1 an. Stade c'est 1 an. C'est assez facile, hein. Enfin, endocardiose mitrale, stade C, 1 an. Cardiomyopathie hypertrophique, stade C, 1 an. En moyenne, hein, c'est des moyennes, mais ça donne une bonne idée. Les cardiomyopathies dilatées, c'est un peu moins, c'est 6 mois en stade décompensé. Comme ça vous donne une idée. S'ils sont vraiment bien suivis, ils vivent souvent plus qu'1 an. Si on fait des contrôles réguliers, etc. Et qu'on adapte vraiment les médications. Ok? Alors, super pour celui-là. On peut en faire un deuxième. Je vais juste aller voir si on a toujours des GMV2. J'ai encore une question sur les traitements. Quand on voit que malgré les traitements, il continue encore à faire des décompensations cardiaques, est-ce que le pimobendan, on peut l'augmenter ou ça c'est une dose unique? Parce que je vois le furo, le pimobendan souvent on ne le change pas, mais le furosémide on l'augmente. Et je voulais savoir jusqu'à quand c'est une unité ou... Non. Donc, vous avez entendu les GMV2? Non, on n'a pas entendu la question. Ok, parce qu'elle est un peu loin. Donc la question c'était comment est-ce qu'on peut jusqu'à quand, jusqu'où on peut augmenter la dose de furosémide et est-ce qu'on peut augmenter la dose de pimobendan? C'est ça les questions posées. Donc le pimobendan c'est une dose unique normalement. Donc quand on le met en place, on met entre 0,2 et 0,3 mg/kg, il ne faut pas que vous connaissiez ça, 2 fois par jour. Ceci étant dit, donc l'autorisation de mise sur le marché, c'est 0,25 mg/kg 2 fois par jour. On tolère, on est hors AMM, en stade D, donc stade réfractaire, de passer à 3 fois par jour. C'est avec échocardiographie, ça, et en fait, en gros, quand on voit qu'on a une grosse dysfonction systolique sur les endocardioses mitrales, ce qui arrive vraiment en fin de maladie. Mais on est au RAMM, et donc voilà, c'est toujours un petit peu dangereux. Mais c'est quelque chose qu'on fait classiquement. Donc je ne sais pas si ceux qui ont vu Martin, non, je ne crois pas que vous étiez là tout à l'heure. Donc Martin, c'est un chien qu'on a vu en contrôle, qui est un beagle qui est en stade D, avec fibrillation atriale, dysfonction systolique, hypertension pulmonaire. Il a du pimobendan 3 fois par jour. Il a aussi du thorazémide. Et donc la question du furosémide, est-ce qu'il y a une dose max? Alors, le furosémide, il n'y a pas de dose max en aigu. Enfin, il n'y a pas de dose max en aigu. Il ne faut pas donner 50 mg/kg. Hein. Mais sur certains chiens qui présentent vraiment un œdème pulmonaire aigu, on va donner en une journée parfois jusqu'à 20 mg/kg. D'accord? Pour autant qu'on soit sûr qu'ils soient en décompensation cardiaque congestive gauche, hein, évidemment. En chronique, on considère que quand on est au-delà de 8 mg/kg par jour, on atteint des doses réfractaires.
Donc souvent, ce chien-là, typiquement, on va le commencer à 2 mg kg 2 fois par jour, ou 1,5 mg kg 2 fois par jour. Donc on a de la marge. Et puis on va augmenter au fur et à mesure quand la fréquence respiratoire va augmenter, ben on va augmenter à 2 mg kg 3 fois par jour. Éventuellement, 3 mg kg 3 fois par jour. Et quand on passe au-dessus de ce seuil de 8 mg kg environ par jour, on switch sur du thorazémine. Ouais. Et après, on continue, on recommence à augmenter. Et puis à un moment, ça... Le thorazémine, on augmente par rapport à la dose du furo, on recommence à 2 mg kg. Non, donc le thorazémide est en fonction de la dose que tu utilises, est 10 à 20 fois plus puissant que le furosémide. Donc on met pas 2 mg kg. tu tues ton chien. Si tu mets du thorazémide. Donc la dose initiale... Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand tu le passes en mode réfractaire, tu regardes la dose de furosémide qu'il avait. Donc, on va prendre l'exemple de Martin. Il était, je pense, à pas loin de 8 mg kg. Et donc, on sait que à cette dose-là, enfin, 1/20 de 8 mg kg, ça va faire 0,4 mg kg de thorazémide. On veut être un peu plus puissant. Donc, on va commencer à 0,5, 0,6 mg kg de thorazémide. Et puis, on va réaugmenter. Et là, Martin, il a 1 mg kg de thorazémide. Et ça ne va plus aller beaucoup. Hein. Non. Là, ça va être... voilà. Mais bon, tu vois, ça nous a fait du temps. Hein. Voilà. Il est de 2 mois. En D, c'est quelques mois. Martin, il est en D depuis mai. Voilà. Oui, on est pas mal. Hein. Il a une bonne qualité de vie. Il a une bonne qualité de vie. Oui, mais ça c'est évident, mais c'est la bonne question. Hein. Mais oui, il a une bonne qualité de vie. Il respire calmement. Il commence à maigrir, il commence à être en stade de cachexie cardiaque. Mais il a une bonne qualité de vie, il fait ses balades, voilà. Donc, il ne s'incombe pas. Donc voilà. Ça répond à ta question? Ouais. Ok, on peut en faire un deuxième. On va juste regarder du coup. Est-ce que vous voulez tenter un congénital ou pas? Alors, je vais vous donner le choix. Non? Vous voulez un chat? C'est pareil, hein, moi. Non, c'est chiant les chats. Donc, si vous voulez du congénital, vous avez le choix entre celui-ci, celui-là. Voilà. Je vous conseille pas le golden. Je dis le petit en haut à droite, il est mignon. Le petit en haut à droite. Allez. Voilà. On va donner l'épileptique ici. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, hein, GMV2, parce que je vous sens très silencieux. On explique là pendant on essaie. Peut-être. Oui, un petit peu carrément. Peut-être. Parce que là, il aura même. Si t'es une idée très bien, tu Bah, c'est chiot après. Hein. Moi, voilà, je veux dire, je ne vais pas vous dire oui ou non, sinon ça va être trop facile. Donc là, il faut changer de code sur Bookclap. Donc de toute façon, vous aurez encore le code qui est affiché. Donc c'est un chihuahua, on fait dans le chihuahua. Plein de chihuahua, mais c'est vrai. Donc femelle entière, 3 mois, chihuahua. Elle vient pour un rappel de vaccination. Elle est calme. Oui, les gens trouvent que c'est un chiot qui est vraiment calme. Pas de tout, pas de syncope. On va remarquer. Alors, elle a un score corporel de 3 sur 9, elle pèse 1 kg, elle a une fréquence à 130, une fréquence respi normale à 24, avec un pattern respiratoire normal. Muqueuse rose pâle, avec un TRC de 2 secondes, elle a un pouls bondissant et
en région basse à gauche, on entend un souffle. Alors, je vais essayer de le faire passer. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Elle a un souffle fort. Mais je vais pas vous... Ouais. Ok. Ouais, si, on va le tenter. Normalement, qu'est-ce que je devrais vous dire en plus sur le souffle? Ouais. S'il est systolique, diastolique ou continu. Ben, j'hésite entre systolique et continu. C'est pas facile, hein, il bouge. Voilà. C'est la réalité. Maintenant, vous avez d'autres éléments. Hein, donc, vous devez penser à une pathologie. Moi, ça marche pas en fait. C'est quoi le code? Là, il faut changer. Je n'arrive pas à actualiser. Je veux pas que tu mets un retour en arrière. Moi aussi. Donc, n'oubliez pas d'encoder le code pour ceux qui... Oh là là, mais c'est triché, ça, on ne peut pas voir. Il faudra me dire pourquoi, après. SOGIP. Donc, chiot femelle de 3 mois, pas de symptômes, un souffle fort, basal gauche. On ne sait pas s'il est systolique ou continu. Fréquence cardiaque normale à 130, un pouls fort, une fréquence respiratoire normale. Ça vous inspire pas beaucoup, hein? 5. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que ça pourrait être un souffle physiologique? C'est quoi les caractéristiques? Donc, j'entends, il est fort, il est en base. C'est quoi les caractéristiques d'un souffle physiologique? Parce que c'est toujours la question, hein. Vous avez un chiot, oh, il a un souffle, certains vont penser que c'est physiologique. Vas-y, 4 caractéristiques. Donc, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu entends quand tu entends un souffle physiologique? Donc il est en apex. Non, hein? Non, c'est un souffle basal gauche, Ouais. musical, donc faible. Ouais. Systolique, ouais. Et autre, je sais pas. C'est tout, t'as dit tout. Donc, ce qu'on entend quand on entend un souffle physiologique, c'est l'éjection du ventricule gauche, en fait, le flux que tu entends. Donc tu vas l'entendre le mieux en base, en systole, c'est musical et c'est léger. 2 sur 6 maximum. Plus faible que les bruits cardiaques. Donc ici, il est fort, il est plus fort que les bruits cardiaques. Donc clairement, vous n'avez pas un souffle physiologique. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Alors, donc, mais non, mais ouais, c'est bon, on a compris. Donc, vous êtes en grande majorité d'accord avec résistance du canal artériel. Alors, sténose aortique est dans le différentiel si on a un souffle basal gauche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme différentiel? Donc, admettons, on a un souffle fort, on ne sait pas s'il est systolique ou continu. Basal gauche, ça va être quoi votre différentiel? Quelles valves sont en base gauche? Aortique et pulmonaire. Et effectivement, le canal artériel, on le sculpte aussi en base gauche, puisqu'il est entre l'aorte et le tronc pulmonaire. Okay, donc, on a sténose aortique, sténose pulmonaire, résistance du canal artériel. Pour
pourquoi est-ce que vous avez dans la grande majorité dit c'est une persistance du canal artériel? Vous ne saviez pas s'il était systolique ou continu. C'est quoi l'élément qui vous a... Ok. Donc, le souffle fort, tu peux avoir un souffle fort avec une grosse sténose. Hein. Mais c'est pour du sang. Pourquoi? Parce que ça, je suis pas. Le sang part dans la aorte, mais il revient dans la veine pulmonaire, dans l'artère pulmonaire directement. Donc il faut la pouce... force de contraction. C'est la différence de pression entre la systole et la diastole. Ok. Et donc là, la différence est plus grande parce que donc il faudra une force d'éjection beaucoup plus grande pour éjecter le sang. Ouais. Il va essayer d'envoyer plus de sang, comme il y en a qui passent déjà dans l'artère pulmonaire. Donc, tu as raison, hein, il va se dilater pour envoyer plus de sang parce qu'il y a une fuite système. La pression systolique, il va essayer de la maintenir à un même niveau. Mais par contre, comme il y a une fuite, la diastolique descend plus bas. Donc, le différentiel de pression va être plus important. Donc, c'est pour ça qu'on a un pouls bondissant. On aurait un pouls comment avec une sténose aortique sévère? Filant. Un pouls faible. Ouais. Filant, c'est plus dans les états de choc, tu vois. Okay. Donc, plutôt un pouls faible. Ok. Donc, vous aviez raison de suspecter une persistance du canal artériel. Effectivement, c'est le pouls qui vous permet de faire la différence. Dans la sténose pulmonaire, le pouls est normal, en fait. Alors, du coup, je vais lancer la question. Je vais vous laisser répondre et je vais courir chercher mon câble parce que j'ai bientôt... Donc, on vous demande quel examen complémentaire vous souhaitez réaliser. Moi, je vais faire Il y a tout le monde qui se casse. quel examen complémentaire? Je vais réfléchir. Je vais faire une radio. Ah, c'est sûr, si tu verras directement ton flux, tu sais, les premières, elles vont en vrai, si. Alors... Attends, Regardez. Du coup, vous répondez. Ah, bizarre. Ok. Non, ok. Donc, grande majorité échocardiographie. C'est effectivement le meilleur moyen de diagnostiquer les anomalies congénitales. Donc, sur n'importe quel chiot qui a un gros souffle, il faut faire une échocardiographie. Donc, ça, c'est sûr. C'est ce que vous avez répondu en premier. Alors, pourquoi il y a deux personnes qui pensent qu'il faut faire un hématocrite? Pourquoi? Sachant qu'il a des
Ouais, elles vont être, en cas d'anémie, pour avoir un poumon du sang, elles vont être très 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 pâles, hein, ça veut dire elles vont être blanches. Ici, je pense que c'était rose pâle. C'est un chiot aussi, hein, ils ont des muqueuses qui sont un peu plus rose pâle. Ok, d'accord, mais pourquoi pas, si vous avez un doute sur une éventuelle anémie, voilà. Quand est-ce qu'on fait un ECG? Est-ce qu'il y avait une arythmie? Non, on ne fait pas d'ECG, c'est bien. Angioscanner, c'est quand vous n'avez pas beaucoup de foi en votre échocardiographiiste et qu'on a de l'argent. Donc, c'est clair qu'à l'angioscanner, on va voir une persistance de canal artériel, mais c'est dépenser quand même 400 balles, voire plus, pour quelque chose qu'on peut voir à l'échographie cardiaque. Hein. Donc la bonne réponse est échocardiographie. Et les radiographies thoraciques, éventuellement, maintenant, c'est clair que ce n'est pas le premier examen, parce que vous allez voir les conséquences. Et donc, si on a un canal artériel, on s'attend à avoir quoi comme conséquences sur le cœur? Gauche et droite. Donc, surcharge en volume, surcharge en pression. Non, c'est une question. Oui, surcharge en pression à gauche. Donc, je surcharge en volume du cœur gauche, hypertrophie excentrique du cœur gauche et peuvent éventuellement mener à une décompensation cardiaque congestive. Gauche. Ok. Si c'est très sévère. On y va. Donc, je vais lancer la question et je remettrai les radios après. Un scanner préopératoire pour enlever, non? Mais il faut, non mais c'est un bon point, il faut voir le canal artériel. On verra bien, il y a deux techniques, on en rediscute après. Donc, vous devez décider s'il y a des signes de cardiome. Donc, on a cette suspicion de canal artériel, mais peut-être qu'on s'est trompé, et peut-être qu'il est anémique et qu'il a une sténose pulmonaire, on ne sait pas. On va avoir un poumon distant, un peu tordu. Hein. Donc, du coup, essayez de voir s'il y a des signes de cardiomégalie gauche, droite, s'il y a des signes de décompensation cardiaque congestive gauche, droite. Donc réfléchissez à ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des verticalisations du bord caudal du cœur? Est-ce qu'il y a une oreillette gauche proéminente? Est-ce qu'il y a une augmentation du contact sternal? Est-ce qu'il y a un D inversé? Est-ce qu'on a une congestion des veines? Je sais pas, peut-être. J'arrive pas en même temps. Peut-être. Ouais, dans certains cas, il n'y a qu'un seul choix. On y va? Alors. Donc. On a cardiomégalie gauche en priorité. Certains pensent que la silhouette cardiaque est normale. Cardiomégalie globale, pourquoi pas. Et signes de. Donc, 2 parmi vous pensent qu'il y a des signes de décompensation cardiaque. Alors. Silhouette cardiaque normale.
elle prend... Donc, comment est-ce qu'on peut objectiver qu'il y a une cardiomégalie? Ouais, ça dépend de la race. Hein. Mais ouais, globalement, 3,5. Donc ici, on a quand même plus. Non, mais tu as raison. Donc, dans le sens où si ton thorax est un peu en tonneau, tu peux avoir un peu plus d'espace intercostaux. Il y a autre chose qui est un peu plus précis que le nombre d'espaces intercostaux? Il n'y a pas une mesure comme ça. Le VHS, Vertebral Heart Score. Donc ça, c'est vraiment le grand axe du cœur sur le petit axe du cœur. Si on le fait ici, à l'arrache, il faut que je t'emprunte de lui. Bon, alors ça, je peux pas le faire en ligne, parce que ça va être un peu compliqué, mais globalement, on comprend le grand axe et le petit axe. Donc c'est vraiment cet axe ici, et l'axe transversal juste sous la veine cave. On reporte les deux distances qu'on vient de mesurer à partir de la 4e vertèbre thoracique, qui est celle-ci. On compte le nombre d'espaces. Donc je suis en train de le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Norme max 10,5. Donc on a une cardiomégalie. On a quand même l'axe de la trachée est vraiment parallèle à l'axe de la colonne vertébrale, donc, et on a ici une verticalisation du bord caudal du cœur. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grosse oreillette gauche? Pas trop, hein. Elle n'est pas très grosse ici, et ici on la devine un petit peu, mais elle n'a pas l'air d'écarter les bronches caudales. Mais on a l'impression que le ventricule est un peu trop gros. Alors, est-ce qu'on a un D inversé? Non. Donc cardiomégalie droite, on n'y croit pas. Sur la profil, on pourrait se poser la question. Donc, en tout cas, on a une cardiomégalie et elle a l'air d'être plutôt gauche. D'accord? Est-ce qu'on a des signes de décompensation cardiaque congestive pour ceux qui les ont mis? Où ça? Là, peut-être. Non. Ok, donc là, c'est vrai qu'on voit super bien artère, bronche, veine. Est-ce que tu trouves vraiment que la veine est plus grosse que l'artère? Ouais, pas trop, hein. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça a le même diamètre. C'est pas dingue, quoi. C'est un champ pulmonaire qui est normal. Et on la voit ici aussi, hein. Donc, si artère, bronche, veine. Ça a l'air plus gros, hein. Donc voilà. Réponse correcte. J'avais une question. Ah oui, vas-y. Par rapport à tantôt, tu as parlé du contact avec le sternum. Et ici, moi, je trouve que par rapport à la radio de tantôt, le cœur est plus en contact avec le sternum, non? Oui, donc tu as raison, sur la profil, on a cette impression-là. Et donc, tu pourrais penser, ok, il y a une cardiomégalie droite. Parce qu'effectivement, il y a un contact sternal qui est important. Mais oui. Il a aussi une conformation de thorax, tu vois, il a un thorax qui n'est pas très haut et assez rond, probablement. Donc en fait, le cœur se met où il peut. Donc, pour avoir la cardiomégalie droite, tu dois aussi avoir la forme de D inversée sur la face, ce que tu n'as pas du tout. Ok. D'accord? Formation de thorax était... Donc si tu avais un cœur qui ressemble à ça sur un lévrier qui a un thorax beaucoup plus haut, ça serait un... C'est simplement parce que la morphologie de ton chien est un petit peu comme un brachycéphale, entre guillemets. Tu vois, ils ont un thorax un peu rond, quoi. Ok, ça va. Alors, du coup, cardiomégalie gauche. Les radios, ça va venir. Hein. Donc, ça colle avec notre histoire, notre potentiel de canal artériel. Hein. On passe à l'écho. Alors, vous reconnaissez les structures, ça c'est quoi? Ventricule gauche. Ouais. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui sont trop visibles? Est-ce que le rapport du cœur gauche par rapport au cœur droit est normal ou pas? Non. Non. Il est trop gros.
Ok, le gauche est trop gros. Donc c'est vrai qu'on voit quasiment pas le cœur droit. Normalement, le cœur droit fait à peu près un tiers du cœur gauche. Ici, on voit qu'il fait moins que ça. Ok, donc on a une pathologie gauche. Alors ça fait plus surcharge, excentrique ou hypertrophique concentrique? Excentrique, ouais. Les parois ont une épaisseur qui a l'air d'être normale, la cavité est dilatée, il est tout rond. Son oreillette, on n'avait pas l'impression qu'elle était dilatée à la radio, c'est pas le moyen le plus sensible. Est-ce que vous trouvez à l'écho qu'elle est grosse? Un petit peu, hein, elle est un peu ici. Donc normalement, elle devrait être un peu plus rectangulaire. Ok. On va le faire, on va le faire. Regarde. Ça y est, on l'a fait. Easy. Alors, oreillette gauche. Ouais, bah, ça dépend un peu des normes. Mais on dit 1,5, mais certains utilisent 1,6. Ouais. Donc, quand on met plus qu'une fois et demie l'aorte dans l'oreillette gauche, on considère qu'elle est dilatée. Donc, le diamètre. Si on met plus d'une fois et demie ce diamètre-là, là-dedans, on considère que c'est dilaté. Non, on peut le mettre au moins 2 fois. Bien. Ah, plus d'une fois et demie. Ah, oui. Plus d'une fois et demie. Donc, tu t'arrêterais, allez, elle serait normale jusque-là, quoi, à peu près. Un peu plus grosse. Ok, alors, ça c'est une vue basale gauche, donc on a en transversale, la porte est ici, le cœur droit qui s'enroule autour avec la valve pulmonaire, le tronc pulmonaire, artère pulmonaire droite et le canal artériel est ici. Et donc on voit le flux continu passe de ce canal artériel vers le tronc pulmonaire et qui est à l'origine du souffle continu qu'on entend. Le flux continu, donc le truc vert. C'est ça. Donc le flux dépend du différentiel de pression entre les deux structures. Donc aorte 120-80 mm de mercure, systole diastole. Tronc pulmonaire 25-10. Donc tu as en permanence du flux qui vient de ton aorte vers le tronc pulmonaire. Ici? Ah, ok. C'est celle-là. L'aorte au milieu. Ventricule droit en haut. Ventricule droit en haut, avec l'oreillette droite ici, la tricuspide est là. La valve pulmonaire est ici. Donc souvent, dans les canaux artériels, on voit que le tronc pulmonaire est un peu trop gros parce qu'il y a un flux turbulent qui vient un peu le déformer. Donc le tronc pulmonaire ici est dilaté, il est un peu plus gros que la haute. Et le canal artériel est là. Il faut imaginer... C'est quoi? Mais oui, j'ai un peu. Moi, j'imagine le trou entre la haute et le tronc. Ah, c'est pas un trou, c'est un petit... C'est vraiment un petit... Oui, un mais petit j'imaginais un saut à l'endroit où il y a non, mais en fait, ce que tu fais... Donc, le canal artériel vient de l'aorte descendante. Et là, c'est au départ de l'aorte ascendante. Donc, il faut que tu t'imagines qu'elle sort exactement et que ça revient. C'est ça, en fait, elle fait, il faut le voir en 3D, mais elle sort de l'écran et elle revient par là derrière. Après, tu as ton canal. Donc, ça, c'est une partie de l'aorte que tu vois. Ok? Et après, le petit bout là, le petit bout dilaté, on dit que ça a une forme de crayon de vache. C'est le canal artériel. Donc ça c'est une paroi du canal artériel, ça c'est une paroi du canal artériel, et puis tu as l'aorte qui est en dessous. On voit, regardez, son aorte est là. Et le canal artériel, c'est cette partie-là, ce petit truc-là. D'accord? Oui, oui, effectivement. Il y a peut-être une angio, vous allez voir. Ok. Donc, quel est votre diagnostic? On va la passer parce que je pense que, vu l'explication... Oh, bah... Donc, voilà, si, on va la passer. C'est une persistance du canal artériel sans décompensation cardiaque. Alors... Qu'est-ce qu'on fait? Et quel est le pronostic? Pardon.
Ah, j'ai bien des trucs. Encore le code de la... Au-dessus, PSO, GIP. On y va. Ok, donc, vous mettez en tout cas en grande majorité des traitements de fermeture, soit par ligature ou par emplate. Alors, pronostic excellent, pronostic réservé, je suis contente que personne ne met un pronostic mauvais. Je dis, il serait mauvais si on n'intervient pas. Donc, si on ne ferme pas le canal, il est mauvais. Si on en intervient, il est excellent, pour autant qu'on ne le tue pas pendant la chirurgie. C'est vraiment excellent. Et donc, c'est important que vous le sachiez parce que, comme vétérinaire, vous allez avoir la responsabilité de motiver vos propriétaires à l'intervention. Mais normalement, en tout cas sur les petits chiens, c'est un pronostic excellent. Le pronostic est un peu plus réservé sur des grands chiens qui ne sont pas opérés avant 6 mois. Donc, si on détecte de merdive, un canal artériel sur un grand chien, après 6 mois, c'est un peu moins bon parce que il y a une dysfonction systolique en général qui s'est mise en place et il ne récupère pas complètement. Donc sur les petits chiens, c'est vraiment excellent. Certains vont mettre du pimobindane. Voilà, je veux dire que ça peut être, ça va un peu réduire la dilatation excentrique du ventricule gauche. Le sildenafil, qu'est-ce que c'est? Ouais, on le met. Ouais, donc on peut le mettre dans certains cas de canal artériel quand il y a une grosse hypertension artérielle. Ici, il n'en a pas. Hein, c'est vraiment que dans des cas, ouais, c'est le traitement de l'hypertension artérielle. Donc, en général, donc voilà, moi j'ai tendance à dire qu'il y a une dilatation avec du pimobindane en attendant de faire l'intervention. Alors, vous aviez raison, hein, la fermeture mini-invasive est une option, mais c'est une option sur des chiens qui sont de taille suffisante. Donc ici, le chien, il fait 1 kg. Il faut en général 3-4 kg pour pouvoir aller fermer avec un petit bouchon le canal artériel. Si vous voulez, je vais vous montrer une vidéo. Donc ici, l'option la seule option en fait pour le moment, c'est une ligature chirurgicale parce qu'il est tout petit. Et le pronostic est effectivement excellent. Il meurt la majorité des chiens meurent dans l'année. Oui, donc le pimobindane en général on l'arrête une fois, enfin 1 mois après la chirurgie. Donc là, il y a un chiot qui s'est fait opérer mardi d'une persistance de canal artériel. Pareil, il faisait 1 kg et quelques, donc on n'avait pas trop de choix. Lui était en décompensation cardiaque congestive, donc lui il a du furosémide en plus de son pimobindane. On va diminuer sa dose de furosémide assez rapidement, mais le pimobindane, on va le laisser juste 1 mois post-fermeture. À 1 mois post-fermeture, on refait une écho pour être sûr que le canal est fermé et qu'on n'ait pas de complications, et puis on arrête. On le laisse 1 mois. Est-ce qu'il y a des pertos dans le chien? Oui, donc après, il y a des degrés d'urgence d'intervention. Donc le chiot qui est en décompensation cardiaque congestive, le petit frère là, on doit le fermer dans les jours qui viennent. Sinon, on ne va pas contrôler sa décompensation cardiaque congestive. Le chiot ici, le chihuahua Nala, il n'a pas de signe de décompensation cardiaque congestive, tu as un peu le temps de prévoir ta chirurgie. Donc si tu le fais dans 2 semaines, c'est pas grave. Mais par contre, une fois qu'ils sont décompensés, il faut vraiment les fermer tout de suite. C'est vraiment une urgence. Donc, pour vous donner une idée, on a diagnostiqué, je pense, c'était la semaine dernière, c'était lundi ou dernier, je pense. Donc, pas ce lundi, c'était lundi d'avant. On a diagnostiqué par contre un chien de 2 ans avec une persistance de canal artériel. Il va se faire opérer en mini-invasif vendredi prochain. Donc, ça nous laisse un peu plus de temps. Dans ce cas-là, le pimobindane va aggraver encore plus. Non, pas aggravé. Non, ça va aussi améliorer sa circulation systémique, tu vois, le flux qui va dans la horte, quoi.
En fait, le PIMO a aussi des propriétés vasodilatatrices artérielles pulmonaires qui peut potentiellement être intéressantes. Mais c'est surtout pour la taille du cœur. Je vais juste vous montrer comme ça, vous voyez ce que c'est qu'une fermeture mini-invasive et vous allez mieux comprendre la forme du canal alors aussi. J'ai une question. Vas-y. Sildenafil, c'est quoi en fait? Parce que j'ai pas entendu la GMV3. Ok, donc le sildenafil, c'est le principe actif du Viagra. Et c'est le traitement d'un vasodilatateur artériel pulmonaire en fait. Donc on le met en place quand il y a une hypertension artérielle pulmonaire significative. Ce qui peut parfois être le cas avec un canal artériel, mais ce qui n'était pas le cas dans le cas qu'on a présenté, quoi. D'accord. Quand il y a une hypertension artérielle pulmonaire, on met du sildenafil. Quelle que soit la cause, en fait. Ok. Madame, j'avais aussi une question. Oui. Vous dites que s'il a des signes de décompensation, il faut faire vite l'intervention pour ligaturer le canal. Oui. Alors le pronostic, il sera comment? Mais donc, ça dépend un peu. Donc, ça dépend du cas. Donc, le chiot qu'on avait cette semaine, à 2 mois, est décompensé, mais il a quand même un pronostic qui est excellent. Parce qu'une fois qu'on aura fermé la surcharge volumique qui provoque, enfin, le chien qui provoque la surcharge volumique du cœur gauche, il va diminuer sa taille de cœur et il va se normaliser en fait. Donc là, tu auras un pronostic excellent. Si par contre, tu avais un grand chien qui a 1 an est décompensé, donc je sais pas moi, un berger allemand qui présente des signes de décompensation cardiaque congestive à cause d'un canal artériel à 1 an, lui, on va toujours vouloir fermer son canal artériel, mais le problème c'est que son cœur a souffert pendant plus longtemps et il va garder des séquelles. Donc là, tu auras plutôt un pronostic qui est réservé. On a eu le cas d'un Doberman, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui avait 1 an et demi. On a fermé le canal et il est quand même mort quelques mois plus tard. Alors là, on n'a pas eu de chance, mais parce que son cœur avait trop souffert et on l'a détecté trop tard. En fait. Donc ça, tout dépend. Si c'est un petit chien, même s'il est décompensé, c'est pas très grave. Ceci dit, un des facteurs qu'on prend aussi en compte, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, puisque le canal artériel gauche-droit va surcharger la circulation pulmonaire et va potentiellement provoquer une augmentation de pression dans ces artères pulmonaires. Et si cette augmentation de pression est très importante, on peut avoir des dommages, des séquelles, un remodelage de la circulation artérielle pulmonaire. Et l'hypertension artérielle pulmonaire peut persister malgré le fait que tu vas le fermer. Donc, en général, c'est un pronostic excellent, sauf chez les grands chiens diagnostiqués tardivement, et sauf chez les chiens qui ont une grosse hypertension artérielle pulmonaire. Merci. Mais vraiment, c'est pas si fréquent que ça, quoi. Alors, je sais pas s'il y a l'angio avant. Non, il n'y a pas l'angio. Je vais essayer de... je vais vous mettre une angio de canal alors. Voilà, regardez comme c'est beau. Voilà, donc ça c'est une belle angiographie. Donc ici, on a un cathéter qui est parti de l'artère fémorale et qui est dans l'aorte descendante. Et on va le mettre juste après la valve aortique. Donc ça c'est la crosse aortique et il commence à être dans l'aorte ascendante. Donc on injecte du produit. Donc ici, c'est son aorte et le canal artériel, voilà, il est ici. Et on a le tronc pulmonaire qui commence ici. Donc vous voyez, on a vraiment ce canal qui est large et puis qui se rétrécit très fort dans l'artère pulmonaire. Et donc tout à l'heure, on avait une coupe, on avait ce tronc pulmonaire qui était ici, le canal, et on avait cette paroi ici qu'on voyait, et puis ça se jette dans l'aorte. C'est plus clair ou pas? Et donc, même principe, donc la fermeture mini-invasive, acéléo, canine. Tac, on y va, vidéo. C'est l'avenir, hein, parce que maintenant, en tout cas, les enfants, on ferme
les canaux plus par chirurgie, parce que le problème de la chirurgie, c'est qu'on a quand même un risque de rupture. En thoracotomie, on a un risque de rupture du canal artériel. Donc là, ils sont passés avec le cathéter dans le canal artériel, et ils vont, via l'artère fémorale, ouais. Et donc, ils vont déployer en fait un espèce de petit diabolo. Donc, il y a deux disques. Il y a un disque qui va se retrouver, qui est en train d'être déployé dans l'artère pulmonaire. Voilà, hop. On recule le cathéter. Et on va déployer le deuxième disque. Ils sont où, là? Ben, ils sont dans le canal artériel. Voilà. On vérifie, il n'y a plus de passage de sang. Et hop, on le lâche. Oui, si tu choisis bien la taille de ton petit diabolo, ça tient. Et ça reste là tout le temps. Bah, si tu as mal calcium, il y a un risque que ça s'embolise. Il n'y a pas une réaction? Non, ça c'est hyper bien toléré. C'est fait en quoi C'est fait en c'est un réseau de nitinol, exactement, matériel thrombogène. Donc ça se thrombose directement. Okay. Donc voilà. Donc c'est l'avenir, effectivement. Et donc on en a un de la semaine dernière qui va se faire emboliser prochain. Là, vous faites des... Mais non, pas encore ici, mais bientôt. Mais là, Le petit en c'est ligature. Ben, le petit en hospice et ligature parce qu'il est trop petit. En fait, le problème, c'est l'accès fémoral. Il faut quand même des gros cathéters pour aller passer tout le cathéter dans le cœur. Et donc, du coup, il faut 3 bons kilos pour aller envisager une opération. C'est Border qui va se rentrer? C'est un border? Olympe. Non, le border, c'est celui où il a failli se rompre. Celui-là, je n'ai pas de nouvelles. Olympe, c'est un espèce, non, c'est un petit, je sais plus ce que c'est. Ils ont essayé, mais ils ont pas... Et ils ont un peu fait une brèche. Ils sont arrêtés. Ils sont un peu le problème. Mais là, c'est sous scanner? Non. Là, c'est une fluoroscopie. Donc, c'est le CIARM. C'est comme un appareil de radio, mais qui filme en continu. C'est brillant. Encore des questions? Et on va finir du coup. Pour les GMV2 et pour aussi les GMV3 d'ailleurs. Donc en fait, là où vous avez... la session que vous avez rejointe via Collaborer, il y a une nouvelle unité d'enseignement qu'on a faite pour vous qui s'appelle VT00008. Elle est ouverte au GMV2 et au GMV3. Et en fait, sur cette session, on va placer tous les enregistrements. Donc évidemment, si vous étiez en live, ça ne sert à rien de les regarder. Et si vous n'étiez, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller dans Enregistrement et il va y avoir tous les enregistrements qui vont se mettre. Donc, et même si on venait à passer en distanciel pour tout le monde, on continuera à faire des rondes en distanciel et elles sont enregistrées là. Donc, vous pouvez continuer à suivre. C'est pour vous essayer de vous remonter un tout petit peu le moral. Voilà, mais sinon,